Nous sommes le 14 novembre 2009, au cœur de la Lozère, le département le moins peuplé de France métropolitaine. Le jour se lève à peine sur le hameau fictif de La Roche-sur-l'Abîme, un nom qui semble prédestiner les lieux à la tragédie. Un vent glacial siffle sur les hauts plateaux des Cévennes, balayant une brume épaisse qui s'accroche aux pentes arides et aux arbres décharnés. Au milieu de ce paysage hostile, isolé de tout, se dresse une bâtisse en pierre, à moitié effondrée. Son toit est crevé, ses murs suintent l'humidité et l'abandon. C'est ici, dans ce bastion de silence et de solitude, que des décennies de secrets sont sur le point d'être éventrés. Un véhicule de la gendarmerie nationale se ferait un chemin sur une piste à peine carrossable. Deux hommes du peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG, en descendent, le visage grave. Leur mission est de pénétrer dans cette ferme oubliée du monde, suite au signalement d'un chasseur qui a cru voir des ombres derrière une fenêtre sale. Les deux gendarmes progressent avec précaution vers la porte d'entrée. Le bois, rongé par les intempéries et le temps, semble prêt à céder de lui-même. L'un des hommes, le plus massif, positionne un lourd bélier. Un ordre bref et murmuré, puis un son unique et brutal déchire le silence de la campagne. Le fracas du bois qui explose résonne dans la vallée, suivi d'un silence encore plus pesant qu'auparavant. La voie est libre. Le premier gendarme, une lampe tactique à la main, franchit le seuil, son collègue sur ses talons. Immédiatement, une odeur insoutenable les saisit à la gorge, une puanteur si âcre et si épaisse qu'elle en est presque palpable. C'est un mélange suffocant de moisissures, d'excréments, d'urine séchée et de nourriture en décomposition. Une odeur de misère absolue, de confinement et de déchéance humaine accumulée sur des années, voire des décennies. Le faisceau puissant de la torche balaye la pénombre, révélant une pièce unique, plongée dans une saleté inimaginable. Des détritus jonchent le sol en terre battue, des toiles d'araignée aussi épaisses que du tissu pendent du plafond bas. La lumière glisse sur un matelas éventré, des restes de repas couverts de vermine, puis s'arrête brusquement. Dans un coin, une forme est recroquevillée sur elle-même. Une silhouette humaine, mais dont la posture contorsionnée et les membres déformés défient la compréhension. La torche pivote légèrement et en éclaire une autre, puis une troisième, tapis dans l'ombre comme des animaux effrayés. Le jeune gendarme, qui n'a pourtant que 25 ans mais déjà une solide expérience, sent son estomac se nouer. Sa voix n'est qu'un souffle tremblant, un murmure d'horreur pure adressé à son partenaire. Putain, c'est quoi ça? On dirait pas des humains. Le choc initial passé, l'horreur brute cède la place à la procédure. L'affaire est immédiatement confiée à la brigade de recherche de Meung, et plus particulièrement à une jeune officier de 35 ans, la capitaine Eva Rosier. Originaire de Lyon, fraîchement mutée en Lozère, elle porte sur ce territoire un regard neuf, dénué des complaisances ou des fatalismes locaux. Pour elle, la découverte macabre de la ferme Rochefort n'est pas une anecdote de la France profonde, mais la preuve d'une rupture intolérable du pacte social. Tandis que les membres de la famille, dans un état de choc et de malnutrition extrême, sont discrètement évacués vers des unités hospitalières spécialisées, Rosier installe son quartier général. Les premiers rapports médicaux tombent, aussi froids que cliniques. Ils confirment des déformations squelettiques sévères, une atrophie musculaire et des carences cognitives profondes, compatibles avec des décennies de consanguinité et d'isolement total. La machine judiciaire et médiatique s'emballe, mais pour la capitaine, une seule question importe, comment ? Son premier interrogatoire officiel la confronte directement à la culture qui a permis ce drame. Alain Maury, le maire du village voisin, est un homme d'une 60aine d'années, le visage buriné par le soleil et les soucis. Convoqué à la gendarmerie, il se montre mal à l'aise, presque hostile. Il répond aux questions précises de la capitaine par des phrases évasives, des haussements d'épaules. Oui, il connaissait l'existence de la ferme. Non, personne n'y allait jamais. C'est des terres difficiles, par ici, marmonne-t-il. Poussé dans ses retranchements par la logique implacable de Rosier, il finit par lâcher, avec un mélange de gêne et de défi. Écoutez, madame la capitaine, on savait qu'ils vivaient entre eux, comme des sauvages. On les laissait tranquilles, c'était mieux pour tout le monde. Cette phrase, pour Eva Rosier, est une déflagration. Elle comprend que l'isolement de la famille Rochefort n'était pas seulement géographique, mais qu'il avait été activement entretenu par un pacte de silence tacite, une forme de déni collectif. Face au mur de non-dit érigé par la communauté locale, la capitaine Rosier change de stratégie. Si les hommes se taisent, les archives, elles, parleront. Elle plonge alors dans des décennies de paperasse administrative, un travail fastidieux qui l'amène des archives départementales à la petite mairie poussiéreuse gérée par Alain Maury. Elle cherche des traces, des preuves de vie aux yeux de la République, registres d'état civil, listes électorales, dossiers de la caisse d'allocation familiale, et surtout, registre de l'éducation nationale. Les résultats sont effarants. Auguste Rochefort, le patriarche décédé, et sa fille Madeleine, la matriarche, possèdent une existence légale. Mais après eux, c'est le vide. Leurs enfants, Pierre et Hélène, puis leurs propres enfants, n'ont jamais été déclarés. Ils n'existent dans aucun fichier. Ils n'ont jamais été inscrits à l'école, jamais vus par un médecin scolaire, jamais recensés.
Pour l'État français, ces 5 personnes sont des fantômes. L'invisibilité n'est plus une hypothèse, c'est un fait administratif brutal. Alors qu'elle s'apprête à clore ses recherches dans les archives de l'aide sociale à l'enfance, pensant n'y trouver que le même vide, Eva Rosier met la main sur un dossier égaré, au fond d'un carton portant la mention « Affaire classée 1989 ». À l'intérieur, une chemise jaunie au nom de « Rochefort ». Son cœur s'accélère. Il ne s'agit que de quelques feuillets, mais leur contenu est explosif. C'est un rapport d'information rédigé par une assistante sociale de l'époque, une certaine Sylvie Barouin. Le texte, écrit dans un style bureaucratique prudent, fait état de rumeurs persistantes concernant des enfants non scolarisés à la ferme de la Roche-sur-l'Abîme. Il mentionne une suspicion de carences éducatives et sanitaires graves et recommande une visite d'évaluation en urgence. Mais la dernière page du rapport brise tout espoir. En travers du document, un tampon à l'encre violette, presque effacé par le temps, porte 2 mots qui glacent le sang de la capitaine, classé sans suite. L'administration savait. 20 ans plus tôt, quelqu'un avait tiré la sonnette d'alarme, et quelqu'un d'autre avait décidé de l'ignorer. La découverte du rapport de 1989 n'est pas une victoire pour Eva Rosier, c'est une confirmation glaçante. La colère froide qui la saisit est plus intense que l'horreur initiale. La tragédie de la famille Rochefort n'est plus seulement le fruit d'une folie patriarcale et d'un isolement géographique. Elle est aussi l'enfant d'une négligence institutionnelle, d'une faillite administrative. Le tampon, classé sans suite, n'est pas une simple mention bureaucratique, c'est une pierre tombale posée sur l'avenir de 5 enfants. La capitaine comprend que son enquête vient de basculer. Elle ne cherche plus seulement à reconstituer le drame familial, elle doit désormais traquer une responsabilité collective, remonter la chaîne de commandement de l'époque pour comprendre qui a pris cette décision et pourquoi. Le nom de Sylvie Barouin, l'assistante sociale, devient son obsession. Elle est la première à avoir vu, la première à avoir alerté. Il faut la retrouver. C'est elle, la clé qui ouvrira peut-être la porte du silence administratif. Retrouver une assistante sociale 20 ans après les faits relève du défi. Les services du personnel du Conseil général de la Lozère, qui chapeautent l'aide sociale à l'enfance, sont peu coopératifs. Les archives de l'époque sont sur papier, mal classées, oubliées dans des sous-sols humides. Eva Rosier, aidée d'un jeune gendarme tenace, passe des jours à éplucher de vieux annuaires et des registres de carrière. Le nom de Sylvie Barouin apparaît enfin. Elle a pris sa retraite en 2005, après une carrière discrète, sans histoire. Son dossier ne mentionne aucune sanction, mais plusieurs demandes de mutation refusées vers des postes moins exposés. Une adresse est finalement localisée, un petit pavillon dans la banlieue de Marvejols, à une 50aine de kilomètres du lieu du drame. La capitaine décide de s'y rendre elle-même, sans uniforme, pour ne pas effrayer cette femme qui est désormais son témoin le plus précieux, la mémoire vivante d'un premier échec. Pendant que Rosier plonge dans le passé administratif, ses équipes sur le terrain continuent de se heurter au mur du présent. Les auditions des habitants des hameaux environnants ne donnent rien. Les gendarmes ont beau insister, faire preuve de psychologie, la réponse est invariablement la même, un haussement d'épaule, un regard fuyant, des phrases toutes faites. On ne se mêle pas des affaires des autres. C'était leur vie, après tout. Ils ne dérangeaient personne. Le maire, Alain Maury, convoqué une seconde fois, se montre encore plus fermé. Il sent que l'enquête ne vise plus seulement une famille de « sauvages », mais aussi la complaisance de ceux qui savaient. Il se défend maladroitement, évoque le respect de la propriété privée, la peur de ces gens étranges. Ces paroles révèlent une vérité inconfortable. La non-intervention n'était pas un oubli, mais un choix délibéré, une forme de paix sociale achetée au prix de l'abandon des plus vulnérables. La capitaine Rosier retourne aux archives départementales, armée du rapport de 1989. Elle ne cherche plus des individus, mais un système. Elle veut comprendre le contexte qui a pu mener au classement sans suite. Elle exhume les budgets de l'AS de l'époque, les procès-verbaux des réunions du Conseil général. Le tableau qui se dessine est celui d'un service public à l'agonie. Des crédits en baisse, un manque criant de personnel sur le terrain, des zones rurales immenses laissées pour compte. Le rapport de Sylvie Barouin n'était probablement pas le seul. Combien d'autres alertes de ce type ont été noyées sous la pile des dossiers non prioritaires? Elle découvre le nom du directeur de l'AS de l'époque, un certain Jean-Marc Lemoine, un haut fonctionnaire parisien parachuté en Lozère, réputé pour sa gestion purement comptable des affaires sociales. L'enquête révèle qu'il a quitté le département en 1991 pour une promotion prestigieuse. Le classement du dossier Rochefort n'était peut-être pour lui qu'une ligne à effacer dans un budget. La rencontre avec Sylvie Barouin a lieu un après-midi pluvieux. C'est une femme d'une 60aine d'années, aux traits fatigués, qui ouvre la porte de son pavillon propre. Quand Eva Rosier se présente et lui montre la photocopie du rapport, le visage de l'ancienne assistante sociale se décompose. Elle n'a rien oublié. Sa voix, d'abord hésitante, se raffermit à mesure que les souvenirs affluent. Elle raconte sa visite avortée à la ferme, le refus hostile du patriarche Auguste, la vision fugace d'une silhouette d'enfant derrière une vitre sale. Elle décrit sa frustration, son sentiment d'impuissance face à sa hiérarchie.
J'ai insisté, murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Le directeur, monsieur Lemoine, m'a dit que nous n'avions pas les moyens d'entrer en conflit avec chaque famille de marginaux du département. Il m'a dit que tant qu'il n'y avait pas de plainte formelle, on ne pouvait rien faire. Il a dit que c'était la culture locale. Le témoignage de Sylvie Barouin est une bombe, mais une bombe qui menace de n'exploser que dans les mains d'Eva Rosier. Forte de cette nouvelle information, elle contacte immédiatement sa hiérarchie pour demander l'autorisation d'entendre officiellement Jean-Marc Lemoine, l'ancien directeur de l'AS. La réponse qui lui parvient quelques jours plus tard est un chef-d'œuvre de langue de bois administrative. On lui explique que M. Lemoine occupe désormais un poste très élevé dans un ministère parisien, que le questionner sur des faits vieux de 20 ans serait procéduralement complexe et pourrait avoir des implications délicates. On ne lui dit pas non, mais on lui fait comprendre que remuer cette vieille boue risquerait d'éclabousser des gens importants. Le système commence à protéger les siens. Pour la première fois, la capitaine Rosier ne se heurte plus au silence des campagnes, mais au mur capitonné de la haute administration, un obstacle bien plus redoutable. Elle comprend que Jean-Marc Lemoine n'est pas seulement un témoin clé, il est devenu une forteresse. L'obstacle n'est pas seulement bureaucratique, il devient rapidement politique. L'affaire Rochefort, d'abord un fait divers sordide confiné aux pages locales, a pris une ampleur nationale. Les médias parisiens s'en emparent, décrivant la Lozère comme une sorte de zone de non-droit moyenâgeuse. Cette caricature insupporte les élus locaux, du maire Alain Maury jusqu'au président du Conseil général. Soudain, l'enquête de la capitaine Rosier n'est plus vue comme une quête de vérité, mais comme une menace pour l'image et l'attractivité du territoire. Elle reçoit un appel de son supérieur direct, un colonel basé à Nîmes. Le ton est cordial, presque paternel, mais le message est sans équivoque. Il lui conseille de se concentrer sur l'aspect familial et judiciaire de l'affaire, sur la folie des Rochefort, et de ne pas ouvrir la boîte de Pandore des éventuelles responsabilités administratives. Il lui est suggéré, à mots couverts, de laisser le passé au passé pour ne pas accabler un service social déjà en difficulté. Assise seule dans son bureau à la gendarmerie de Mende, tard dans la nuit, Eva Rosier mesure l'étendue de sa solitude. Le silence des villageois, la prudence de sa hiérarchie, le mur érigé par l'administration, tout converge pour l'isoler. Une colère froide et déterminée remplace la frustration. Elle comprend qu'une confrontation directe est vouée à l'échec. Si elle ne peut pas faire tomber le mur, elle doit trouver une fissure. Elle décide de changer d'approche. Puisqu'on lui refuse l'accès à l'homme, Jean-Marc Lemoine, elle traquera ses décisions, ses écrits, sa signature. Elle va retourner fouiller les archives, non plus pour trouver des signalements, mais pour dénicher la preuve administrative de la décision de « classer sans suite ». Elle cherche le document, la note de service, le procès-verbal de réunion qui prouvera que le choix d'abandonner les enfants Rochefort n'était pas un simple oubli, mais un acte de gestion délibéré, une décision assumée dont quelqu'un, quelque part, porte la responsabilité indélébile. Le retour d'Eva Rosier aux archives départementales est différent. Elle n'est plus la gendarme en quête d'un dossier manquant, mais une anatomiste de la bureaucratie. Elle ne cherche plus un fait, mais un mode opératoire. Assise sous la lumière blafarde d'un néon, entourée de l'odeur de papier vieilli et de poussière, elle passe au crible des centaines de documents signés ou paraphés par Jean-Marc Lemoine entre 1988 et 1991. Notes de service, rapport budgétaire, validation de congé, refus de financement. Chaque paraphe, chaque signature, chaque décision est un fragment de la psychologie administrative de l'homme qu'elle traque. Elle compare les dossiers classés par Lemoine avec ceux traités par son prédécesseur et son successeur. Lentement, un schéma se dessine. Un schéma de rigueur comptable, d'arbitrage systématique en défaveur des cas jugés coûteux ou complexes, une doctrine non écrite de la rentabilité appliquée à la misère humaine. Elle ne traque plus un fantôme, elle déchiffre un code. Consciente que ses investigations officielles sont désormais surveillées et freinées, Eva Rosier prend la décision la plus risquée de sa carrière. Elle doit sortir du cadre. Par l'intermédiaire d'un contact de confiance à Lyon, elle obtient le numéro d'un journaliste d'investigation parisien, Julien Dubois, réputé pour son travail sur les failles de l'État et son indépendance farouche. La rencontre a lieu dans un café anonyme, à mi-chemin entre Mende et Paris. Sans lui fournir de pièces de procédure, ce qui constituerait une faute professionnelle grave, elle lui expose la situation. Une famille détruite, un signalement ignoré 20 ans plus tôt, un directeur de l'action sociale de l'époque devenu intouchable. Elle lui donne un nom, Jean-Marc Lemoine, et une date, 1989. C'est un pari immense. Si sa démarche est découverte, sa carrière est terminée. Mais face au mur institutionnel, la procédure légale ne suffit plus. Il lui faut un allié qui n'a pas les mêmes chaînes qu'elle. Julien Dubois est un prédateur de l'information. Là où Rosier est contrainte par le code de procédure pénale, il n'a pour limite que la loi sur la presse et son éthique personnelle. Il se met au travail avec une efficacité redoutable. Son réseau s'active. Il contacte d'anciens hauts fonctionnaires, des syndicalistes du secteur social de l'époque, des journalistes locaux aujourd'hui à la retraite. Le portrait de Jean-Marc Lemoine se précise et il est glaçant. On le surnommait le liquidateur ou le cost killer.
Un technocrate brillant, envoyé par Paris pour rationaliser et optimiser les budgets sociaux dans les départements jugés dépensiers. Plusieurs de ses anciens collaborateurs, sous couvert d'anonymat, décrivent un homme froid, méprisant envers les travailleurs sociaux de terrain qu'ils considéraient comme des sentimentaux, obsédés par les tableaux Excel et la réduction des déficits. La Lozère n'était pour lui qu'un tremplin, une ligne à ajouter sur un cheval destiné aux plus hautes sphères de l'État. Pendant que Dubois exhume le passé de l'homme, Rosier continue de disséquer ses actes. Et c'est là, au fond d'une énième boîte d'archives contenant les procès-verbaux des commissions du Conseil général, qu'elle trouve la pièce maîtresse. Ce n'est pas la note ordonnant de classer le dossier Rochefort. C'est bien plus que ça. C'est un rapport de 4 pages, rédigé et présenté par Lemoine en personne en octobre 1989, intitulé « Pour une nouvelle doctrine d'intervention sociale en zone de faible densité ». Le langage est technocratique, aseptisé, mais le contenu est une bombe. Lemoine y théorise la nécessité de prioriser les actions vers les publics réceptifs et de suspendre les interventions proactives dans les situations d'isolement chronique et non sollicitées, qualifiées de puits de dépenses sans retour sur investissement social. Il ne nomme pas les Rochefort, mais il décrit leur situation à la perfection et justifie, par avance, leur abandon au nom de la bonne gestion. C'est le manifeste de l'indifférence. Le soir même, le téléphone de la capitaine Rosier sonne. C'est Julien Dubois. Le journaliste lui détaille tout ce qu'il a appris. Le surnom de Lemoine, sa réputation de nettoyeur, les témoignages anonymes confirmant sa politique de coupe budgétaire drastique au détriment du suivi social. Un silence s'installe, puis Rosier prend la parole. D'une voix calme, presque métallique, elle lit à Dubois les passages les plus accablants du rapport qu'elle vient de découvrir. À l'autre bout du fil, le journaliste comprend instantanément. Les deux enquêtes, menées en parallèle, viennent de converger pour former une seule et même vérité. Ils n'ont plus seulement le témoignage d'une assistante sociale brisée ou le souvenir d'un maire dépassé. Ils ont la doctrine, la méthode et l'homme. La négligence n'est plus une simple faute, c'est une politique qui a été pensée, écrite et appliquée. La forteresse Lemoine n'est plus imprenable. Elle a une brèche, et Rosier et Dubois savent désormais exactement où frapper. L'article de Julien Dubois, publié en une du quotidien national, éclate comme une bombe. Le titre est sans appel, La doctrine de l'abandon, révélation sur la tragédie oubliée de Lozère. Le papier est chirurgical. Il expose la note de Jean-Marc Lemoine, la met en parallèle avec le témoignage anonymisé mais accablant de Sylvie Barouin, et la relie directement à la découverte de la famille Rochefort. L'onde de choc est immédiate et nationale. Le cas, jusqu'alors un fait divers sordide, devient une affaire d'État, le symbole d'une France à deux vitesses où l'on peut disparaître des radars de la République au nom de la rentabilité administrative. Acculé, Lemoine sort de son silence ministériel par un communiqué de presse. Il dénonce une instrumentalisation scandaleuse, parle d'un document de travail théorique, sorti de son contexte, un simple exercice intellectuel. Mais le déni est trop maladroit, trop tardif. Le poison du doute est instillé et l'opinion publique réclame des comptes. Pour la première fois, la forteresse administrative vacille publiquement. Au cœur de cette tempête médiatique, alors que les standards de la gendarmerie de Mende sont saturés d'appels de journalistes, une simple enveloppe Kraft, sans adresse d'expéditeur, est déposée sur le bureau d'Eva Rosier. À l'intérieur, aucune lettre, aucun mot d'explication. Juste la photocopie de 3 pages jaunies, manifestement tirée d'un registre officiel. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la Commission des affaires sociales du Conseil général de la Lozère, daté du 12 novembre 1989. La date l'a fait frissonner. C'est quelques jours seulement après le signalement de Sylvie Barouin. Le document confirme que le rapport de Jean-Marc Lemoine y a été présenté et débattu. Mais ce qui retient toute l'attention de la capitaine, c'est la deuxième page, la liste des membres présents. Son regard parcourt les noms, la plupart sont des fonctionnaires ou des élus locaux sans importance aujourd'hui. Puis, 2 noms la pétrifient. 2 noms qui font basculer l'enquête dans une autre dimension, bien plus dangereuse. Le premier est celui d'Alain Maury, le maire qui lui avait juré n'être qu'un voisin lointain, vaguement au courant de l'existence des sauvages. Il était là, en 1989, en tant que jeune conseiller représentant les cantons ruraux. Il n'était pas un simple spectateur passif de la vie locale, il était un participant actif aux décisions qui ont scellé le destin des Rochefort. Son silence n'était pas de la gêne, c'était la dissimulation d'une complicité. Mais le second nom est une déflagration. Le président de cette commission, celui qui, d'après le procès-verbal, avait chaleureusement remercié M. Lemoine pour son rapport visionnaire et courageux, avant de valider ses orientations, était un certain Bernard Lacroix. Un nom qu'Eva Rosier connaît trop bien. Bernard Lacroix est, 20 ans plus tard, le tout-puissant président du Conseil général de la Lozère. C'est lui qui a personnellement appelé sa hiérarchie pour étouffer l'affaire. La capitaine comprend soudain que l'obstruction n'a jamais eu pour but de protéger un ancien fonctionnaire. C'était de l'autoprotection. Elle a enfin trouvé la source du silence. Pour Eva Rosier, la lecture de ces 2 noms sur le procès-verbal n'est pas une révélation, c'est un séisme. Tout ce qu'elle a vécu depuis des semaines,
le silence hostile des villageois, les réticences de sa hiérarchie, les appels à la prudence, la protection inexplicable d'un fonctionnaire à la retraite, tout s'éclaire d'une lumière crue et sordide. L'omerta n'était pas culturelle, elle était politique. Le mur n'était pas fait de la pierre sèche des Cévennes, mais du béton armé du pouvoir local. Bernard Lacroix, le président tout-puissant du département, n'a pas tenté d'étouffer l'affaire pour protéger l'image de la Lozère ou les services sociaux. Il a agi par pur instinct de survie pour enterrer son propre rôle, sa propre signature au bas d'une politique qui a condamné des enfants à l'enfer. Et Alain Maury, le petit maire se faisant passer pour un témoin passif et dépassé, était en réalité un complice de la première heure. La capitaine Rosier comprend qu'elle ne fait plus face à un système, mais à des hommes qui ont tout à perdre et qui sont prêts à tout pour ne pas tomber. La possession de ce document est à la fois une arme absolue et un poison. Le présenter officiellement, en l'état, serait une faute. Une photocopie anonyme peut être discréditée, qualifiée de faux, et elle serait accusée d'avoir outrepassé ses droits, anéantissant l'enquête et sa carrière. Elle ne peut pas charger frontalement. Elle doit contraindre le système à se dévoiler lui-même. Une seule option s'impose, plus risquée encore que la précédente, Julien Dubois. Elle le contacte à nouveau, cette fois depuis une cabine téléphonique, une précaution qui lui semble soudain vitale. Sa voix est neutre, factuelle. Elle ne lui transmet aucune pièce. Elle lui donne des clés. Cherchez les procès-verbaux de la Commission des affaires sociales du Conseil général de la Lozère, deuxième semaine de novembre 1989. Intéressez-vous à la liste des participants et au compte-rendu des décisions. Elle ne donne pas les noms, elle guide le prédateur vers sa proie. Elle lui indique la faille dans la forteresse, sachant qu'il a les outils pour la faire exploser. L'effet est encore plus dévastateur que la première fois. Quelques jours plus tard, un nouvel article de Julien Dubois fait la une, titré « Tragédie de Lozère, les signatures de la honte ». Le papier ne se contente plus de dénoncer une doctrine administrative, il met des noms et des visages sur la responsabilité politique. Les noms d'Alain Maury et, surtout, de Bernard Lacroix sont imprimés en toutes lettres, liés directement au rapport de Lemoine et à sa validation. La digue cède, ce qui était une affaire sociale devient un scandale politique retentissant. Les chaînes d'information en continu dépêchent des équipes à Mende. Des journalistes assiègent la mairie de Maury et le siège du Conseil général. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Le récit change radicalement, il ne s'agit plus de la folie d'une famille de reclus, mais de la faillite organisée et dissimulée par des élus de la République. Le silence de la Lozère est brisé par le vacarme assourdissant de l'indignation nationale. Acculé, mis en cause nommément, Bernard Lacroix ne peut plus se cacher derrière les non-dits et les pressions en coulisses. Sa défense maladroite dans un communiqué de presse, où il évoque une réunion de travail ordinaire, dont il n'a aucun souvenir précis, ne fait qu'attiser le feu. La pression est telle que Paris doit réagir. Le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice publient une déclaration commune, un fait rarissime. Une enquête de l'inspection générale de l'administration est diligentée pour faire toute la lumière sur les dysfonctionnements des services de l'État en Lozère en 1989. Plus importante encore, le juge d'instruction en charge du dossier à Mende voit son champ de compétences officiellement élargi. Il peut désormais enquêter sur des faits de non-assistance à personne en danger et d'entrave à la manifestation de la vérité visant potentiellement des élus en exercice. Le mur que Rosier a méthodiquement fissuré vient de s'effondrer. Elle a gagné, mais la lumière qui inonde désormais les ruines révèle aussi la hauteur vertigineuse des ennemis qu'elle s'est fait. Quelques semaines plus tard, lorsque la tempête médiatique et politique a commencé à se calmer, laissant derrière elle les carrières brisées de Bernard Lacroix et Alain Maury, et l'inculpation imminente de Jean-Marc Lemoine, la capitaine Eva Rosier a ressenti le besoin de retourner sur les lieux. Une dernière fois, elle a repris seule la route sinueuse qui mène à la Roche-sur-l'Abîme, sous un ciel d'hiver d'une clarté impitoyable. La ferme n'était plus qu'une scène de crime figée dans le temps. Des scellés officiels barraient la porte et les fenêtres, interdisant l'entrée dans ce tombeau de secrets. Le silence qui régnait n'était plus celui, pesant, de l'omerta, mais le vide assourdissant de l'absence. Debout face à la bâtisse éventrée, Rosier ne ressentait ni la satisfaction de la victoire ni le soulagement du devoir accompli. Elle ne ressentait qu'un poids immense, celui d'une vérité mise à nu trop tard, une vérité dont la révélation avait détruit des coupables sans pour autant pouvoir guérir les victimes. La justice des hommes avait commencé son travail, mais elle semblait dérisoire face à l'ampleur du désastre humain. Alors qu'elle contemple la façade décrépite, le reflet du soleil sur une vitre brisée, ce sont les mots de son propre rapport de synthèse qui résonnent dans son esprit, une voix off intérieure, clinique et implacable. Il ressort de l'enquête que la situation de la famille Rochefort ne peut être réduite à un cas isolé de déviance ou de folie. Elle est le produit final d'une convergence de failles, un symptôme tragique de ruptures successives du pacte social. Rupture géographique, entretenue par un isolement choisi puis subi. Rupture communautaire, matérialisée par un pacte de silence où la non-intervention fut érigée en principe de tranquillité. Enfin, et surtout,
rupture institutionnelle, théorisée et mise en œuvre par des décisions administratives visant à rationaliser l'action sociale au détriment de ses missions fondamentales. La véritable monstruosité dans cette affaire n'est pas la difformité des corps, mais celle d'un système qui a permis, en toute conscience, qu'une partie du territoire et de ses habitants devienne invisible aux yeux de la République. La caméra quitte le visage grave d'Eva Rosier, laissant derrière elle la ferme maudite, pour se poser dans un lieu qui en est l'antithèse absolue. Un parc verdoyant, baigné d'une douce lumière d'après-midi. C'est le jardin d'une institution médicale hautement spécialisée. Dans ce décor paisible, 3 silhouettes frêles évoluent avec une lenteur infinie. On ne distingue pas leur visage, mais leurs gestes racontent une histoire bouleversante. Une jeune fille, celle que les rapports décrivaient comme la plus sauvage, est agenouillée dans l'herbe et pour la toute première fois, elle touche du bout des doigts la texture humide d'une feuille. Un peu plus loin, son frère, le dos encore voûté, est assis sur un banc, la tête levée vers le ciel, observant avec une concentration totale le vol d'un oiseau, sans peur, sans se cacher. Il n'y a ni joie ni tristesse dans cette scène, seulement la découverte sidérante d'un monde qui leur a été volé. C'est une image d'une tristesse infinie, mais où perce, aussi fragile qu'un souffle, la promesse d'un minuscule commencement. L'affaire de la roche sur l'abîme a cessé d'être un fait divers pour devenir un symptôme. Le symptôme d'une fracture française, celle qui sépare les métropoles connectées des territoires ruraux que l'on nomme pudiquement périphériques. Le nom des Rochefort est devenu un miroir tendu à la société, reflétant une image qu'elle ne voulait pas voir, celle de sa propre capacité à produire de l'oubli, à fabriquer des invisibles. Le scandale a provoqué un électrochoc national, forçant un débat public sur l'état réel des services sociaux, sur la solitude des campagnes et sur la notion même de fraternité inscrite au fronton des mairies. Les noms de Lemoine et de Lacroix sont entrés dans le lexique de la faillite administrative, symbole d'une technocratie qui avait oublié que derrière les lignes budgétaires, il y a des vies humaines. La tempête médiatique s'est finalement apaisée, comme toujours, mais la cicatrice est restée. La tragédie a forcé la France à s'interroger sur ses propres zones d'ombre, ces lieux où le bruit du monde ne parvient plus et où le pacte républicain peut se dissoudre dans le silence. Les conséquences de ce drame ne se sont pas limitées à l'indignation passagère. L'affaire est devenue un cas d'école, disséqué dans les instituts de formation des travailleurs sociaux, dans les écoles de la magistrature et de la gendarmerie. Elle a servi de catalyseur à une prise de conscience politique et législative. Bien que tardive, la réponse de l'État a été significative. Le dossier a alimenté les réflexions qui ont conduit, des années plus tard, à un renforcement majeur des dispositifs de protection de l'enfance et à la loi historique du 21 avril 2021, qui a enfin fait de l'inceste un crime spécifique dans le code pénal, brisant un tabou juridique ancestral. La doctrine de l'abandon, théorisée par Jean-Marc Lemoine, est désormais enseignée comme le contre-exemple absolu, le rappel glaçant des dérives d'une gestion purement comptable de la détresse. D'une certaine manière, le sacrifice des enfants Rochefort n'aura pas été totalement vain. Leur calvaire, une fois révélé au grand jour, a contribué à ériger des garde-fous pour que jamais plus, en France, une famille ne puisse être sciemment rayée de la carte de l'humanité. Aujourd'hui, les survivants de la famille Rochefort vivent, séparés pour leurs biens, dans des institutions hautement spécialisées. Leurs progrès sont lents, presque imperceptibles pour le commun des mortels. Ils apprennent des gestes simples, des mots basiques, des concepts qui pour nous sont innés. La confiance, la sécurité, l'absence de peur. Ils ne connaîtront jamais une vie normale, le poids des décennies perdues est trop lourd. Mais ils ne sont plus des fantômes. Ils ont un nom, un dossier médical, des soignants qui veillent sur eux. Ils sont sortis de l'ombre. La justice des hommes a puni certains coupables, mais elle ne pourra jamais réparer l'irréparable. Leur histoire demeure un avertissement solennel sur la fragilité de nos liens sociaux et sur le devoir impérieux de ne jamais détourner le regard. Si le combat de la capitaine Rosier pour la vérité vous a touché, et si vous pensez que ces histoires doivent être racontées pour ne jamais être oubliées, abonnez-vous et activez les notifications. L'affaire que nous allons explorer ensuite, celle des reclus de Montflanquin, vous montrera une autre facette de l'isolement, celle de l'emprise mentale. Cliquez ici pour la découvrir, elle est tout aussi essentielle.